Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, voici les informations de l'édition de 20h. Le monde entier célèbre la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme et pour cette occasion, une neurologue nous éclaire sur cet handicap. Ensuite, dans ce journal, on parle des motos venues de France, Ghost Cylindre, qui, malgré le prix coûteux à l'achat, finissent leurs courses dans les casses auto. Pour finir, la liste des 12 finalistes de l'édition 2025 du prix Marc-Vivien Fouet est connue de tous. Un prix qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de football. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. En ce 2 avril 2025, le monde entier célèbre la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, une occasion de mieux comprendre ce trouble du neurodéveloppement qui touche des millions de personnes et d'œuvrer pour une société plus inclusive. Pourtant, l'autisme reste mal connu, souvent entouré de préjugés et d'incompréhension. Quels sont les signes qui permettent d'identifier un enfant autiste? Comment interpréter ces comportements atypiques qui intriguent parfois inquiétants? Ce soir, nous donnons la parole au docteur neurologue au CHU de Cotonou pour éclairer cette réalité encore trop méconnue. Le principal caractéristique de l'autisme, c'est la difficulté dans l'interaction et la communication avec l'entourage. Donc, lorsqu'un parent remarque déjà que son enfant a des difficultés de langage, il faut qu'il alerte les personnes qu'il faut pour prendre un avis. Les troubles du langage, c'est essentiellement un enfant qui ne babille pas, qui ne parle pas comme les bébés déjà lorsqu'il est tout petit, un enfant qui a du retard dans le langage, un enfant qui a des difficultés de communication, d'intégration dans son environnement, un enfant qui est trop calme ou à l'inverse trop irrité, un enfant qui a du mal à réagir aux différentes stimulations, un enfant chez qui on a du mal à capter l'attention, peut-être parce qu'il est occupé à faire autre chose, ou un enfant qui a des difficultés de concentration, un enfant chez qui il est vraiment difficile d'interagir, qui agit différemment avec ses jouets. C'est des anomalies qui devraient quand même attirer l'attention des parents et les amener à consulter un spécialiste. Mieux comprendre l'autisme, c'est mieux accompagner ceux qui en sont atteints. Mais encore faut-il pouvoir poser un diagnostic fiable et précoce. Or, au Bénin, ce processus est souvent semé d'embûches, méconnaissance du trouble, voire stigmatisation. Alors, comment les familles naviguent-elles dans ce processus du combat? Où en sommes-nous en matière de prise en charge? On retrouve à nouveau Dr Richmine Kovi-Zinsou. Au Bénin et en Afrique en général, les réalités, c'est surtout par rapport au retard dans le diagnostic et à la prise en charge. Vous savez que chez nous, lorsqu'une maladie n'est pas facile à expliquer, la médecine moderne est le dernier recours des parents. Et donc, cela compromet grandement l'avenir de ces enfants-là parce que c'est un handicap qui, lorsqu'il est pris en charge tôt, amène quand même à récupérer certaines capacités, à améliorer l'intégration de ces enfants-là. L'autre réalité auquel on fait face, c'est que, étant donné que l'autisme est un handicap lourd qui nécessite une prise en charge au long cours sur plusieurs années, voire toute une vie, certains parents, au bout de quelques mois déjà, se découragent parce qu'ils n'ont pas de résultats probants, ce qui fait que la plupart du temps, on fait face à des abandons de traitement chez ces enfants-là. Ce qu'on a du mal à expliquer, simplement, on l'attribue au surnaturel. Et donc, ces enfants-là, ils sont considérés comme des incarnations du mal, des enfants vaudous, des enfants sorciers. Ils sont considérés parfois on a l'impression que c'est des enfants qui ont été peut-être demandés à des divinités qui n'auraient pas dû naître. Et d'autres fois, dans certaines familles, on a vu des enfants qui ont été considérés parce qu'ils sont autistes comme une punition divine des parents, simplement parce qu'on suspecte une maman d'avoir été infidèle peut-être.
Adaptée aux longs trajets ou aux compétitions, elle offre généralement une puissance supérieure, une excellente maniabilité et un équipement luxueux. Dans la ville de Cotonou et ailleurs, les gros cylindres ne passent pas inaperçus. Mais pourquoi les utilisateurs les abandonnent une fois en panne? Suivons ce reportage pour mieux comprendre. Connus pour leurs gros cylindres, leur grande vitesse et un ronflement qui ne laisse pas indifférent, ces motos importées depuis la France, pour la plupart, sont utilisées par les amateurs de sensations fortes et qui s'engagent dans de longues escapades routières. À Cotonou, on les retrouve dans des coins de vente spécialisés à un prix qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a une moto qui coûte 1 million, à partir de 1,5 million ou bien 2 millions. Il y a la moto 5 millions. Il y a la moto jusqu'à 10 millions même aussi. Et les gens achètent. Par rapport à la moto, c'est à cause de la vitesse que les gens achètent ça. Rien qu'à part la vitesse. Mais si tu voulais aller voyage, au lieu de 3 jours, de faire sur la route avec un jour, dans 3 heures de temps, tu vas aller là où tu veux aller. Mais il y a des gens, si tu trouves un peu d'argent là, ils achètent un peu de problème seulement, ils se gardent ça. Mais le paradoxe saisissant avec l'utilisation de ces motos réside souvent dans l'abandon des utilisateurs une fois en panne. Et pour cause, les frais de réparation souvent trop coûteux. Les gens qui achètent des grosses motos, on appelle ça les motards. C'est différent des petites motos. Là, c'est les grosses cylindrées. Il faut aimer d'abord avant de rouler ce genre de moto. C'est une passion. Il y a d'autres que les clients sont incapables de réparer parce que les moteurs sont déjà fatigués. Donc, il est obligé de commander les moteurs. Des fois, on en trouve, des fois, on n'en trouve pas. On est obligé de commander ça au Ghana ou soit à Lomé. C'est le manque de pièces de rechange. Parce qu'ici, à Cotonou, pour trouver ces pièces de rechange, c'est un peu difficile. En fait, très souvent, on les commande à l'extérieur. S'ils n'ont pas la capacité d'acheter les moteurs, donc la moto est obligée de garer. Achetés souvent à gros moyens, ces engins finissent leur course dans ces entrepôts où elles sont abandonnées définitivement. Au final, leur durée de vie chez les utilisateurs est souvent limitée. Une note de sport à présent, on connaît depuis ce mardi 1er avril 2025 la liste des 12 joueurs finalistes de l'édition 2025 du prix Marc-Vivien Foer. RFI France 24. Le nom du gagnant sera dévoilé le lundi 12 mai prochain. Il faut savoir que ce prix récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de football Ligue 1, qui succédera au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, dernier lauréat du prix Marc-Vivien Foer. Voici le portrait des 12 finalistes de l'édition 2025 avec Maël Leroux Bellou. Dans l'ombre des stars internationales, des talents africains s'illustrent chaque week-end en Ligue 1. Cette année encore, 12 noms s'affrontent pour décrocher le prestigieux prix Marc-Vivien Foer 2025, récompensant le meilleur joueur africain du championnat français. Un palmarès d'excellence, une compétition féroce et un seul vainqueur. Voici les nominés. À Angers, Imad Abdelali, maître du milieu, n'a cessé de briller cette saison par sa vision du jeu et son influence. Son jeu intelligent et sa créativité sont devenus incontournables. Pendant ce temps à Monaco, Elias Bensigir, jeune pépite marocaine de 20 ans, a déjà conquis le cœur des supporters, multipliant les performances éclatantes et prouvant qu'il est l'avenir du club. Le Sénégalais Lamine Camara incarne quant à lui la relève à Monaco. Son énergie et sa technique en font un milieu de terrain complet, toujours prêt à mener son équipe vers la victoire. Pendant ce temps également, Strasbourg s'appuie sur Habib Diarra, capitaine de son équipe à seulement 21 ans. Sa solidité et son leadership font de lui l'un des joueurs les plus prometteurs de la Ligue 1. Du côté d'Angers, Yaya Fofana, le gardien de but ivoirien, déploie des réflexes impressionnants, offrant une bouffée d'oxygène à son équipe, match après match. À Marseille, Amine Gouiri, l'attaquant algérien, a retrouvé son meilleur niveau, devenant une véritable menace pour les défenses adverses grâce à sa rapidité et à sa précision. À Nice, Evan Guessant, pépite ivoirienne, a su exploser sous le maillot des Aiglons avec des prestations qui le placent parmi les meilleurs attaquants du championnat. Et à Paris, Achraf Hakimi, le latéral marocain, continue de rayonner, un des meilleurs sur son côté, allié de taille à la puissance offensive du Paris Saint-Germain. En défense, Moussa Niakhaté, le rock sénégalais de Lyon, est devenu un pilier inamovible de l'arrière-garde lyonnaise. Son jeu aérien et sa solidité font de lui un défenseur d'élite. Moïse Simon, l'ailier nigérien du FC Nantes, continue de déstabiliser les défenseurs grâce à sa vitesse fulgurante et ses dribbles décisifs. Abdoulaye Touré, capitaine du Havre, est le moteur du milieu
milieu de terrain, apportant une stabilité et une expérience précieuse à son équipe. Enfin, à Auxerre, Ahmed Junior Traoré, la pépite offensivement explosive, s'est imposé comme un des joueurs à suivre avec des performances impressionnantes. 12 talents, 12 parcours d'exception, mais une seule récompense. Lequel de ces joueurs succédera à Pierre-Emerick Aubameyang? Réponse le 12 mai prochain. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations.